qui arrive et on a encore un problème avec cette eau. Donc là, c'est vraiment contradictoire. Il faut qu'on essaie maintenant de laisser les rejets et d'essayer de s'orienter maintenant sur la revalorisation. On doit tout revaloriser parce que la vie, dans la vie, donc, comme disait Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, on ne peut pas avoir un déficit d'alimentation en eau potable et crier aussi à chaque fois qu'il y a donc de l'eau de pluie qui arrive. Donc, il faut qu'on essaie donc de revaloriser les choses. Bon, un message aussi que j'avais lancé à l'ensemble de tout le monde. S'il vous plaît, il faut fermer les micros. Si vous pouvez fermer les micros, donc ce sera très bien aussi parce qu'il y a beaucoup d'écho quand même. Vous pouvez fermer les micros, vérifier et fermer les micros. OK. Donc, je vais faire une brève présentation du Dr Sen, notre conférencier d'aujourd'hui. Donc, je dis que c'est une chance, pas pour le Sénégal, mais c'est une chance pour l'Afrique. Vu l'expérience qu'il a et le cursus qu'il a, donc c'est une chance pour toute l'Afrique. Et j'invite aussi, par exemple, nos autres camarades de la sous-région qui sont en ligne aussi. Donc, je prends un engagement au nom de Dr Sen. C'est un gars très disponible et qui est prêt à tout donner, donc à donner toutes les connaissances qu'il dispose, qu'il détienne, donc pour l'ensemble du monde entier. Donc, si vraiment vous avez besoin de ces compétences pour une conférence aussi, il ne faut pas hésiter. Donc, de toute façon, nous, au niveau des faire des sciences de l'ingénieur, donc on va essayer de trouver, de s'adapter à son temps pour qu'il puisse venir vraiment nous faire une conférence en présentiel et nous présenter aussi certains matériels de laboratoire qui sera très bénéfique, non seulement pour les étudiants, mais pour tous les enseignants, tous les chercheurs maintenant qui sont dans le domaine de l'eau. Le docteur Moustapha Sen est fondateur et PDG de Sen Engineering International SA, qui est à Dakar, au Sénégal. C'est un expert en eau et assainissement. Il a obtenu un doctorat dans le domaine de l'ingénierie environnementale de 2010 à 2013, ce qui est très rare, faire une thèse juste en 3 ans, c'est pas évident, à la prestigieuse université d'Hokkaido, au Japon, précisément dans la faculté d'ingénierie. Auparavant, il a obtenu un master en 2009 et un bachelor en 2007, tous deux en ingénierie de l'eau et de l'assainissement à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement du Burkina Faso, 2IE. Ses grands intérêts et ses réalisations en matière de développement durable ont également été reconnus par l'attribution de nombreux certificats, notamment ceux en leadership environnemental en 2012 et en master en développement en 2013. Il est le directeur général depuis 2015 du cabinet d'études Sen Engineering International SA, spécialisé dans les domaines de l'eau, l'assainissement, environnement, agriculture et développement des infrastructures en génie civil. Il a fait son passage dans de nombreux bureaux d'études de référence et capitalise plus de 15 ans d'expérience dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Il a exercé au Sénégal, au Burkina Faso et au Japon. En qualité de consultant, il a apporté son expertise et ses compétences transdisciplinaires sur les projets d'eau potable et d'assainissement pour le compte de gouvernements, d'institutions internationales, Banque mondiale, Fondation Bill Gates et Melinda Gates, Oxfam, Agence japonaise de coopération internationale, Conseil mondial de l'eau, d'universités et d'instituts de recherche. Il a aussi participé à la rédaction de plusieurs documents stratégiques et techniques du secteur de l'eau et de l'assainissement pour le compte du gouvernement sénégalais.
la réforme de l'assainissement liquide urbain, l'élaboration d'un programme d'investissement pour atteindre les ODD NI6, le programme décennal de gestion des inondations de 2023 à 2033, pour n'en citer que cela. Dans le dessalement de l'eau, le docteur Sen est l'un des rares experts sénégalais et africains ayant cette expertise très pointue. Sa forte intervention sur le projet de construction de dessalement des Mamelles de 100 000 m3 jour dans toutes les phases, faisabilité, mission d'enquête, assistance et appel d'offres, supervision et contrôle des travaux, son assistance technique et financière à la SONES pour le montage en mode partenariat privé, public-privé, du projet dessalement d'eau de mer de la Grande Côte 4000 m3 jour en tant qu'expert en dessalement et coordonnateur technique de la mission. Le docteur Sen a participé incontestablement au développement du secteur de l'eau, de l'assainissement du Sénégal avec ses technologies innovantes développées. Selon le contexte rural et urbain, il a l'expérience et l'expertise de concevoir des solutions efficientes adaptées au milieu. Son fort dévouement en l'entrepreneuriat et au leadership et son grand intérêt pour le développement de l'industrie de l'eau, de l'assainissement au Sénégal et en Afrique de l'Ouest ont récemment été sanctionnés par une reconnaissance internationale appelée gagnant eau, assainissement et développement durable, prix de l'entrepreneur engagé et inspirant, AfriBusiness Award à Dubaï en 2022. Récemment, il a été reconnu aussi parmi les 50 personnes les plus influentes en Afrique de l'Ouest et du Nord dans la catégorie. Prix spécial pour l'innovation et la technologie de l'Influence Magazine à Conakry en 2023. Donc, c'est un résumé tout simplement que j'ai donné parce que je peux aussi parler donc d'autres expériences et expertises donc, dont détient le docteur Sen. Donc, monsieur le docteur Moustapha Sen, donc vous êtes le bienvenu. Donc, je vous rends la parole je vous donne la parole pour que vous puissiez commencer la présentation. Merci, docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Camara, pour ces mots. Moi, je les trouve comme des encouragements. Je remercie tout l'UFR des sciences de l'ingénierie de Caisse. Je remercie également le président de l'OMCAPI, du club géotechnique, qui représente à la fois le club génie civil. Je remercie également Mamadou Cham. Je pense qu'il s'est beaucoup bataillé pour qu'on puisse faire cette présentation aujourd'hui. M. Camara, particulièrement, non seulement de l'introduction, mais également du travail que vous êtes en train de faire, votre contribution sur le secteur de l'eau, l'assainissement, le génie civil, le développement des infrastructures de façon globale. Donc, je pense que aujourd'hui, je vais essayer de vous entretenir par rapport à quelques initiatives sur le développement de l'industrie de l'eau et de l'assainissement en Afrique subsaharienne. Je vais discuter de l'eau, je vais discuter de l'assainissement, mais également un peu de l'industrie de l'eau, l'industrie de l'assainissement, l'industrie pétrolière, les solutions qui existent sur lesquelles également on intervient. Et puis on aimerait avoir beaucoup plus de Sénégalais, beaucoup plus d'Africains, beaucoup plus d'entreprises pour essayer de développer cette industrie comme le fait les autres dans le nord de l'Afrique. Ils ont réussi. Dans les autres pays, dans les autres continents. Et je pense que, de ce qui concerne l'industrie, on ne peut pas continuer à prendre des équipements de l'autre côté. Ça a déjà un coût. À les amener en Afrique, le transport, ça a un coût. Le dédouanement pour certains pays, dont le Sénégal, à peu près, on est à 45-50% du produit.
Les entreprises, bien entendu, ils font du business, ils ont besoin de mettre un peu de coût là-dessus. Et à la fin, si on continue à ce rythme en termes d'infrastructures, de solutions d'ingénierie, il serait très difficile pour que les gens, pour que les populations puissent accéder à des infrastructures de base. Moi, je les appelle des infrastructures de base. Donc, du coup, il y a ce besoin de travailler très, très dur, nous tous. Mais sans pour entrer déjà dans le vif du sujet, M. Camara a bien introduit, m'a vraiment bien présenté. Donc, en 2006, il y a un bachelor en ingénierie en physique-chimie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme beaucoup de Sénégalais. Et puis, en 2007-2008, il y a eu cette chance de rentrer à l'Institut d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou, Burkina Faso. C'est une école inter-État qui a été créée plus de 60 ans de cela, parce qu'il manquait des ingénieurs dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, génie civil de façon globale. Et puis 14 États se sont réunis, ils ont créé cette école. Nous avons cette opportunité, cette chance de rentrer dans cette prestigieuse école. Donc là où j'ai un bachelor en ingénierie, un master en ingénierie, j'ai également cette chance de travailler là-bas en tant qu'ingénieur de recherche au laboratoire LEDES. Et après, j'ai encore cette chance pour partir à l'université d'Hokkaido au Japon. Hokkaido University, ça fait partie des meilleures universités du Japon. Actuellement, c'est la meilleure université du Japon. J'ai eu cette chance de faire mon doctorat à la faculté d'ingénierie. Et moi, je travaillais beaucoup plus sur la réutilisation, le développement de technologies d'assainissement, la réutilisation des sous-produits de l'assainissement en agriculture pour pouvoir lier l'eau à l'assainissement, l'eau à l'agriculture également. Donc, en parallèle, je pense qu'on a reçu quelques certificats au niveau de l'Université d'Hokkaido, dont le certificat en Environmental Leadership, mais également le master en développement durable. J'étais le premier étudiant à recevoir cette distinction ou bien ce diplôme au niveau de cette université. Maintenant, en 2013, lorsque j'ai terminé mon doctorat, j'ai décidé de revenir en Afrique. Après 2 ans de consultant individuel, travaillant sur de très grands projets, nous avons ouvert le cabinet Sen Engineering International. Donc, Sen Engineering International est un cabinet d'ingénierie internationale qui travaille à la fois dans plusieurs domaines d'ingénierie liés à l'eau, liés à l'assainissement, l'environnement, l'énergie. Nous sommes basés ici à Dakar. Je pense que pour certains, dès que vous aurez la chance de venir à Dakar, nous serons ravis de vous accueillir dans nos locaux. On est au niveau d'Almaris, juste derrière la banque P6. Donc, notre vision est simple, fournir des services et des solutions d'ingénierie. Les services d'ingénierie, c'est tout ce qui est études techniques. Beaucoup de bureaux d'études le font. Donc, par contre, tout ce qui est fourniture de solutions d'ingénierie, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est la technologie. Pour apporter, l'objet de tout ça, c'est pour apporter une pensée verte à nos clients, pour bâtir une société durable et à faible émission de carbone. La vision ou bien l'ambition que nous avons est simple. Nous voulons être la première société d'ingénierie du continent, pas la plus grande, parce que plus grand n'est pas, en termes de, n'est pas plus performant. Donc, en termes de fourniture de solutions et de services d'ingénierie sur les domaines liés à l'eau, l'assainissement, l'énergie, l'environnement, pour répondre aux exigences des besoins, pour répondre aux exigences et besoins des clients. Donc, je pense que ça, c'est les domaines d'activité, que ce soit l'eau potable, que ce soit l'assainissement, l'environnement, l'agriculture, l'énergie. On est également, que ce soit sur les énergies conventionnelles que les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables conventionnelles, on est sur le conventionnel, on est sur le oil and gas. Je pense que je vais développer davantage ces éléments pour que vous puissiez également apprécier ce qui se fait dans ce domaine, très pointu également. Donc, sur chacun de ces domaines, que ce soit l'eau, l'assainissement, on fait des études techniques, de la planification, de la conception, de l'assistance technique. C'est ça qu'on fait sur Mamel et sur d'autres projets.
le suivi évaluation R&D, tout ce qui est recherche-développement, qui est très important. Bien sûr, pour ces différentes activités, on a besoin qu'ils soient sous-tendus par des plans d'affaires, le marketing et la communication, qui sont des choses extrêmement importantes. Donc, quelques projets d'études et de recherche de développement que Sun Engineering est en train de dérouler. Donc, on vient juste de boucler la mission d'assistance technique pour l'évaluation du PMI, le projet d'eau et d'assainissement de la Banque mondiale, à hauteur de 80 millions d'euros. C'est le ministère de l'eau et de l'assainissement. Je pense que beaucoup d'études stratégiques du secteur sont en train de faire un excellent travail, notamment la cellule de planification et de coordination du ministère de l'eau. Nous les avons également appuyés à élaborer une feuille de route pour la réforme de l'assainissement liquide urbain au Sénégal. L'idée est simple, c'est comment introduire le secteur privé dans l'exploitation, et l'ONAS va passer à une entité peut-être qui va superviser l'opérateur et puis chercher d'autres investissements, parce que l'état actuel de l'ONAS, c'est une machine, c'est très lourd. Ils sont en train de faire l'exploitation et la maintenance, mais également ils cherchent des investissements, ce qui est relativement très, très lourd. Donc, l'appui toujours au ministère de l'eau dans l'élaboration de programmes d'investissement pour atteindre les ODD sur l'eau potable, sur l'assainissement, mais également sur la gestion intégrée des ressources en eau pour atteindre les ODD d'ici 2030. Un des autres points importants, c'est l'appui au gouvernement du Sénégal pour l'élaboration du nouveau programme décennal de gestion des inondations, qui est vraiment une actualité toujours. Ça, c'est déjà 2023-2033, mais on a participé à diagnostiquer le programme décennal 2012-2022. Je pense que c'est toujours un thème d'actualité. On connaît tous que les inondations sont causées par les eaux de ruissellement qui tombent et qui causent des dégâts, mais également tout ce qui est remonté de nappe dans certaines zones, tout bas, mais également tout ce qui est débordement des cours d'eau. Donc, Matam, Bakel, je pense que c'est d'actualité. On a également travaillé sur des études de marché de façon globale sur l'Afrique, le Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Burkina, le Nigeria, pour les omniprocesseurs et des unités compactes de traitement des bouts de vidange. Ce projet sur Effect Africa est un projet extrêmement important dont Sun Engineering gère présentement l'assistance technique. On a un projet il y a 16 pays qui travaillent, dont le Sénégal. Au Sénégal, c'est Sun Engineering qui est impliqué, financé par l'Union européenne sur 5 ans. On travaille sur une technologie qu'on appelle Gasification System, ce qui prend tous les résidus agricoles pour produire de l'énergie, de l'eau et des sous-produits. Donc, on est en train de gérer le projet au niveau du Ghana. Donc, on a un élément là-bas qui travaille sur ça. L'idée, c'est après de répliquer ces technologies partout en Afrique. Moi, je pense déjà au Sénégal avec la TIFA au niveau du fleuve Sénégal qui donne de l'eau sur Dakar, qui se développe davantage. Comment prendre cette TIFA et puis mettre dans les systèmes de gasification pour produire de l'énergie, pour produire de l'eau et des sous-produits qu'on peut réutiliser. Avec l'ONAS, on a beaucoup de projets, beaucoup de plans directeurs d'assainissement, que ce soit la Dahol Païgas qui sont récents, mais également Soko, Salemata, Saraya, Bakel, beaucoup de PDA sur lesquels nous travaillons. Ce point est un point extrêmement important. Je pense que nous sommes en train on a reçu juste la notification de MODEC pour gérer tout ce qui est station d'épuration sur les FPSO, le procédé Saint-Nord. Je pense que là, on a vraiment besoin de beaucoup de Sénégalais encore, surtout sur ce qui est gestion des déchets pétroliers et gaziers. Je pense que je vais en revenir ultérieurement sur les présentations. Dans le domaine de l'aménagement hydro-agricole, on a quelques projets avec la SAED. Maintenant, sur l'eau potable, il faut dire que 97% de l'eau de terre, 97% de l'eau de la terre se trouve dans les océans. Et puis sur ces 97%, seuls 2,5% sont de l'eau douce. Et sur ces 2,5%, seulement 1% est disponible pour la consommation.
Mais cette quantité d'eau est actuellement menacée avec la rareté de l'eau, avec l'épuisement de certaines eaux souterraines, parce qu'il y a une surexploitation de certaines eaux souterraines, mais également l'intrusion du biseau salé, mais la pollution de l'eau. Les effets des changements climatiques ne font que augmenter cette tendance, mais la croissance rapide de la population et l'urbanisation, autant de points qui font que est-ce qu'on doit continuer aujourd'hui à gérer les ressources en eau de façon classique, à faire des forages, à faire du transfert? Oui, mais c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut avoir cette gestion intégrée des ressources en eau, combinant à la fois les ressources conventionnelles que nous avons, il faut maintenir, renforcer cela, mais également l'utilisation des eaux non conventionnelles. Les eaux non conventionnelles, c'est les eaux dessalées, les eaux usées traitées, qu'on doit également intégrer dans le cadre de gestion durable des ressources en eau. Donc, sur les eaux dessalées, je pense que ça, je donne juste un point sur les usines de dessalement dans le monde et de voir la position de l'Afrique. En Afrique, nous sommes à peu près là, très faibles. Il y a à peu près 300 usines en Afrique. Comparé au Moyen-Orient, au Middle East, ils sont à peu près à 4000 usines de dessalement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, je pense que même si on est à 300 unités, il faut se dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être faites en Afrique en termes d'exploitation et de planification des usines, en termes de planification et d'usines de salmon. Praia, je pense que Cap-Vert, tout le monde connaît, il y a des usines de dessalement qui fournissent de l'eau. Praia, il y a 15 000 m3. Il y a également Accra, avec une usine de dessalement là-bas. Au Sénégal, il y a des initiatives comme Mamel, usine de dessalement sur la Mamel, avec 100 000 m3. La Grande Côte, 400 000 m3, mais je pense qu'il y a même eu quelques soucis sur ce point. Mais également, il y a d'autres initiatives dans certains pays. Nouadhibou, ils veulent faire 50 000 m3. Cap-Verde, il y a également d'autres initiatives pour augmenter la capacité à 10 000. Lomé également. Je pense qu'il y a des initiatives. Maintenant, pour avoir des initiatives et y arriver, il faut également beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour le faire. Mais c'est déjà bien parce que tous les pays côtiers à travers le monde utilisent des sources d'eau diversifiées. Ils utilisent à la fois des eaux potables qui viennent des forages, des eaux de surface, mais ils utilisent également l'eau de mer parce que c'est une grande chance pour pouvoir avoir également de la fiabilité. Donc, je pense que sur Dakar, un peu, je pense que là, je ne vais pas beaucoup épiloguer, c'est déjà là, et certains d'entre vous ont déjà une idée de quoi le dessalement sur Dakar. On est à 250 km, on prend l'eau à 250 km de Dakar. Au niveau de Telmassar, de Montmarsar, on amène l'eau sur Dakar. Donc, avec cette capacité qui est à peu près 578 000 par jour, mais aujourd'hui, ces volumes-là est divisé en parties. L'eau qui vient de Montmarsar n'est pas suffisante. Il y a une partie qui est également des forages qui viennent en Apora, qui injectent dans le réseau. Donc, mais ce qui est important, beaucoup de forages sont à l'arrêt. Et il faut vraiment dire qu'il y a une surexploitation des eaux souterraines qui conduisent à la salinité de certains forages. Donc, l'idée, c'est comment diversifier les canaux. Avoir une eau de surface qui vient du lac Necker, avoir une eau souterraine à travers les forages, mais également utiliser le dessalement. On est à 250 km, s'il y a un problème sur le réseau, Dakar n'aura pas d'eau, ce qui s'est produit en 2013. Donc, c'est des sources d'eau qui peuvent venir en appoint qu'on peut utiliser également en cas de situation d'urgence. Et puis surtout, le point le plus important, c'est l'utilisation de l'eau au niveau des points d'usage. S'il y a un problème, les gens peuvent aller utiliser ce type d'eau. Donc, c'est 100 000 m3 avec un business model, design, conception, construction, exploitation.
beaucoup de gens parlent de ce projet, mais pour moi, le plus important, c'est le renouvellement du réseau qui est accompagné, le package renouvellement du réseau. Parce que beaucoup de linéaires du réseau sont vétustes. Il y a besoin réellement de les renouveler. On ne peut pas également produire une eau dessalée qui coûte relativement cher et puis le perdre dans le réseau. Donc, pour moi, le point le plus important, comment récupérer les volumes, les pertes d'eau, déjà en renouvelant le réseau, c'est un des points les plus importants de ce projet. On est également impliqué, on était impliqué sur le projet de l'assistance technique avec la SONES pour construire une usine de dessalement sur la Grande Côte sous forme de PPP, avec les composantes que vous voyez, installation d'usine de dessalement déjà, avec tout ce qui est raccordement électrique et ouvrage d'accès. Je vais directement partir maintenant discuter des technologies compactes de traitement d'eau, parce que la salinité également est en train de faire, c'est très difficile, surtout la bande salée du Sénégal, où l'eau est salée avec des concentrations de salinité qui peuvent atteindre 2 grammes par litre, qui est énorme. Donc, oui, le transfert d'eau, les autoroutes de l'eau dont on parle, en réalité, une partie, c'est une solution. Mais également, il faut penser à avoir certaines unités mobiles, compactes, qui peuvent également desservir, comme des unités membranaires containerisées pour certaines zones inaccessibles, pour créer ce nexus qu'on appelle eau, énergie, agriculture, food, pour alimenter. En général, c'est des unités compactes qui fonctionnent sur du solaire sans batterie pour réduire les charges d'exploitation. Mais l'autre point important, beaucoup de gens nous contactent pour nous dire notre eau salée, notre eau brute est salée, nous voulons utiliser pour l'agriculture. D'autres nous disent que notre eau est salée, mais nous voulons utiliser pour l'eau potable. Deux choses, il faut tout le temps demander, le débit et la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, ils ne connaissent pas. Par contre, le débit, ils connaissent de besoin. Donc souvent, ce point également sur la qualité est très important. Beaucoup de projets sur les 10 ans, j'ai revisité. En termes de qualité d'eau, oui, le nombre de paramètres à analyser, c'est plus ou moins faible. Aujourd'hui, on est sur du 33 paramètres à analyser, ça a un coût, mais c'est un coût qui permet d'avoir ou bien de prévenir pour avoir une qualité d'eau qui permette aux gens d'être en bonne santé et avoir une vie très longue. C'est très important. Et vous avez vu à Dakar également, dans certaines zones, le développement de kiosques, de water kiosques, avec des business models et tout. C'est bien, mais il faut régulariser. Il faut qu'on ait une autorité de régulation. On ne peut pas vendre de l'eau n'importe comment. Personne ne contrôle personne. Docteur, pardon de vous interrompre. Oui. Je ne sais pas si vous présentez un document, parce qu'ici, on ne voit rien pour le moment. Oh, je présente. Oh, on ne voit rien, en fait. Ah. Par contre, on voit votre machine, votre ordinateur, il y a tout l'écran, mais pas le PowerPoint. Oh, bon, ça a défilé, donc ça, c'est un problème. Ah. Bon, c'est un problème, hein. Je pense que c'est un problème de lien. Parce que c'est juste l'écran avec les personnes qui apparaissent. Hein. Ah, c'est un problème. Fallait me dire. Je pense que vous avez pris le mauvais choix de partage. Oui, peut-être ce qu'on peut faire, je vais essayer de repartager. Si ça ne marche pas, je vois. Non, vous repartagez, mais cette fois-ci en choisissant le PowerPoint uniquement, mais pas tout l'écran. OK. Et vous vérifiez si votre écran est dupliqué aussi. OK. Je vais repartager. Stop sharing. OK.
Ok. Ça ne vient pas. Bon, ça vient, mais voilà. Ok, voilà, maintenant ça va. Ce que je vais faire, peut-être je ne vais pas afficher slide pour... Ok, j'étais à ce niveau-là. Vous voyez? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Ça tourne. OK. Oui, c'est bon. Donc, j'étais sur le développement de votre kiosque avec ce besoin de régulation. Mais également, il y a ce besoin qu'on ait suffisamment d'entreprises pour assurer une bonne service, une bonne fourniture d'équipements, de pièces de rechange, de membranes, mais également des produits chimiques. On en a vraiment besoin. Également, le service d'exploitation et de maintenance, des entreprises qui vont se spécialiser dans ce domaine. Beaucoup d'entreprises. On en a vraiment besoin. Mais tout ce qui est important, il y a toujours des contraintes. Ce développement de l'industrie de l'eau et de l'assainissement. Tout ce qui est fabrication au niveau local, là, c'est un travail important à faire pour faire des lignes de production sur certaines composantes. On ne va pas dire que c'est pas facile de faire, d'amener des usines en même temps, tout en même temps, mais au moins on commence à faire du montage pour certains produits. Ça, je pense qu'on doit le faire avec un de nos partenaires Tokyo Plant au Japon, également d'autres structures avec qui on travaille. Le renforcement de la capacité des acteurs, tout ce qui est partenariat également, partenariat entre les universités et les entreprises, partenariat avec les sociétés au niveau international, donc partenariat avec l'État dans tous les sens. Le financement, la régulation, la réglementation, les politiques à mettre en place sont autant de choses qu'on doit prendre en charge. Je ne sais pas si ça défile. Je suis au sinon, est-ce que ça défile? Si, ça défile. Excellent. Donc, l'autre point, c'est on travaille sur des unités membranaires. Maintenant, on entre vraiment sur des solutions techniques en termes de conception, fourniture, installation, commissioning, mise en service. Des unités de potabilisation qui fonctionnent sur du courant, sur du solaire sans batterie pour réduire les charges d'exploitation, comme je l'ai dit. Donc, je pense que ça, c'est certaines initiatives. Nous avons récemment également fourni des unités de potabilisation à Eiffage avec de grandes capacités. Mais le plus important sur le marché également, on a vu beaucoup de grandes, comment on appelle, les grands magasins sur place. Partout en Afrique, j'ai vu, les gens vendent des unités de filtration. Ça filtre seulement, mais ça ne désinfecte pas. Donc maintenant, l'idée, c'est que le point le plus important pour moi, c'est la désinfection. Donc à ce niveau, c'est ça qu'on avait fourni à Eiffage avec des rayons ultraviolets, les fibres qu'on a fournies, de la filtration plus de la désinfection. Il y a également cette initiative qu'on est en train de faire avec Tokyo Plant au Japon. Mais certaines unités, beaucoup d'unités que nous utilisons, utilisent du courant électrique, mais celle-là, ou bien du solaire, mais celle-là n'utilise pas du courant électrique. Celle-là que vous voyez à l'écran. Donc, c'est de la microfiltration, pas besoin d'électricité et à usage domestique. Ça ne permet pas d'enlever la salinité, mais par contre, ça peut enlever toute la partie microbiologique, pas de pathogènes possibles, avec des capacités de 5 à 10 litres par minute, sous les conditions de pression de l'eau de robinet. La durée de vie, c'est 10 ans, et puis pas de changement de filtre sur les 10 ans. Donc, je pense que ce sont ces genres d'initiatives qu'on a besoin d'amener également sur le marché sénégalais et africain de façon globale, parce que si comme vous le savez bien, si vous prenez des conduites d'eau toutes neuves, des tuyaux, vous mettez de la pression supérieure à la pression normale, ça éclate. En comparé sur les conduites d'eau que nous avons dans le sous-sol, il y a le réseau eau, le réseau usé, avec la vétusté.
il y a de fortes potentialités qui vont avoir ce qu'on appelle cross-contamination. Donc, pour éviter tout ça, on doit également s'assurer pour avoir une eau de qualité, surtout des gens qui peuvent gérer la partie microbiologie. L'autre point, je ne sais pas si ça défile jusqu'à présent, ça c'est des unités de potabilisation d'envergure. Ça c'est mes équipes au niveau de Yen, parce qu'il y a beaucoup de forages dans les maisons, mais l'eau est salée. On prend la qualité de l'eau, on prend des échantillons, on amène au laboratoire, on analyse. En fonction des applications sur l'agriculture ou bien l'eau potable, on définit ou bien fournit des unités de potabilisation associées. Donc, sur les technologies d'assainissement, on travaille beaucoup sur le R&D. On a testé beaucoup d'innovations technologiques avec des universités renommées au niveau international. Donc, on a travaillé avec l'université de Loughborough en Angleterre, 2015-2017, pour tester une des technologies des toilettes réinventées de la Fondation Bill Gates. Ici à Dakar, on a le premier site déjà, c'était à Anne-Marie, 3e étage. Les gens utilisaient la technologie, la toilette. Il n'y a pas de germes pathogéniques à la fin, les sous-produits sont exempts en pathogènes. Et on peut même réutiliser la partie des sous-produits. On est parti à Kermassar, Sikambao, et puis on est parti à Kinawaï, où on a fait ces différents tests. L'idée de ces tests, c'était de regarder si les technologies marchent au niveau local, et puis également regarder l'approche marché en même temps. Donc, c'est la même façon, on a travaillé sur d'autres technologies, mais le point le plus important que j'aimerais également échanger avec vous, c'est comment faire pour ce qu'on appelle faire le transfert de technologie, adaptation, mais également ce qu'on appelle du reverse engineering. Le reverse engineering, c'est simple. On est en train de le faire avec une société en Thaïlande, ici à Dakar. L'idée, c'est de comprendre la technologie de façon globale, les différentes composantes de la technologie, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local. On le fait au niveau local. Tout ce qu'on ne peut pas faire au niveau local, on l'amène pour faire le montage au niveau local. Donc, c'est ce point, tous les grands pays du monde, que ce soit Thaïlande, qui est maintenant un pays développé avec beaucoup d'industries, ils ont fait la même chose. Ils ont fait du reverse engineering au début, et puis petit à petit, il y a la capacité locale. Les gens peuvent développer leur propre industrie. C'est ça l'objectif. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des ressources humaines de qualité. Donc, cette technologie, je pense qu'Afrique du Sud, ils ont fait la même chose sur une technologie anglo-saxonne. Donc, on est en train de vouloir faire la même chose à Dakar également. Donc, ça, c'est notre atelier, peut-être au niveau du Mont 8, à côté du port autonome de Dakar. Donc, vous voyez, parce qu'on est également dans le oil and gas. Donc, c'est très important d'avoir ces unités, surtout si on veut travailler dans l'oil and gas. On a besoin d'avoir un atelier. Si vous voulez également travailler sur l'industrie également, c'est une nécessité. Sur les unités commerciales, des unités compactes, on travaille sur le dessalement, sur des unités de traitement d'eau usée, traitement recyclage des eaux. Donc, cette unité qu'on appelle SENJET est installée au niveau de plusieurs ambassades des États-Unis à travers le monde. Et l'eau usée traitée, c'est de très, très haute qualité. On a deux technologies, une partie commerciale, c'est pour les cités, et puis d'autres applications d'envergure, et puis une partie résidentielle pour les maisons. Donc, la technologie peut fonctionner sur ce qu'on appelle l'aération continue, qui prend moins d'énergie, pas compliqué en termes d'entretien. Il y a également le MBR, l'utilisation des membranes bioréacteurs, mais en termes de coût d'exploitation et d'entretien, c'est énorme. Donc, c'est ce qui fait qu'ici, avec JB Food, certains clients avec qui on est en train de travailler, et on parle directement sur de l'aération continue. L'ambassade ici à Dakar également fonctionne sur de l'aération continue. Donc, en termes d'application, que ce soit les écoles, les restaurants, les hôpitaux, les hôtels, les centres commerciaux, il y a beaucoup d'applications où on peut l'installer.
Mais le plus important, la qualité de l'eau traitée est de très haute qualité. On peut réutiliser pour développer ce qu'on appelle l'économie circulaire. On en a tout le temps besoin, depuis là on parle, mais comment développer cette partie économie circulaire? Il faut également beaucoup d'énergie, donc on y travaille maintenant. Donc ça, c'est l'ambassade des États-Unis à Dakar et d'autres types de technologies. Avec la réutilisation, on peut utiliser ce qu'on appelle de l'irrigation sous-surfacique des eaux usées traitées, ou bien on peut utiliser des asperceurs. Ça dépend de l'application. Il y a une technologie sur laquelle on travaille, on appelle du Aeroc. En France, dans beaucoup de pays, ce sont ces mêmes technologies simples qu'on utilise. Ça ne prend pas du courant électrique, ça ne prend rien. Maintenant, le point le plus important, c'est que nous, les fosses septiques que nous avons, c'est souvent même, il y a beaucoup d'artisans, beaucoup de maçons dans les maisons, les gens leur demandent de mettre une fosse septique, ils viennent rapidement mettre, il n'y a pas de dimensionnement, il n'y a rien en fonction de l'espace qu'ils ont. Mais le plus important, c'est que les fosses septiques, c'est juste des ouvrages de pré-traitement. L'eau qui sort d'une fosse septique doit être drainée soit vers le réseau, ou bien, si la qualité du sol le permet, on peut l'infiltrer. Donc, c'est des choses extrêmement importantes. Dans beaucoup de zones où la nappe a fleur, normalement, on ne doit pas installer des fosses septiques parce qu'on contamine la nappe. C'est ce qui justifie la nappe de Thiaroye, fortement contaminée en nitrate. Et puis, les gens parlent seulement de nitrate, mais les micropolluants, comme les produits pharmaceutiques, qu'aucune technologie actuelle ne peut traiter, sont dedans. Donc, parce que si les gens sont malades, ils prennent des produits pharmaceutiques, mais tous ces produits pharmaceutiques se retrouvent dans les eaux usées. Ni les stations de traitement d'eau usée, ni les stations de traitement d'eau potable ne peuvent traiter. Donc, ce que les gens font, la seule possibilité actuellement, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du contrôle à la source, où on a besoin de mettre en place des systèmes d'assainissement, des technologies d'assainissement pour les gens, pour éviter qu'ils polluent. Sinon, c'est des produits pharmaceutiques qu'on a dans l'environnement partout. Donc, c'est très important également de sensibiliser par rapport à cette problématique. Maintenant, cette technologie remplace les fosses septiques et ça traite la partie liquide. Donc, je pense que vous voyez également un dispositif à ce niveau, si vous voyez l'écran. Donc, avec ce dispositif, si la quantité de boue commence à s'accumuler au niveau des toilettes, ça se soulève. Ça arrive à un niveau, il me demande, il se soulève, à ce niveau, il s'arrête pour dire qu'il est l'heure de me vidanger. Donc, c'est des technologies simples avec nos possibilités de réutiliser les effluents. L'autre avantage, c'est que c'est combiné souvent à un système de traitement. Si les gens veulent, on peut mettre seulement, ils peuvent prendre leur fosse septique existante si la qualité du sol le permet, et puis on le connecte avec juste l'unité de traitement que vous voyez à l'écran. Donc ça également, c'est des alternatives. Et puis l'autre point qui est important, c'est que l'eau ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Ce n'est pas les fosses plastiques où vous mettez de la pression, ça c'est tort. Donc c'est du rotomoulé, l'eau ne peut pas passer, l'eau ne peut pas sortir également, s'infiltrer, ce n'est pas possible. Donc ça c'est d'autres technologies. Cette technologie, je pense qu'il y a des gens qui connaissent Touglou, si vous partez vers Thiès. À votre droite, il y a de la construction de Thiès à Dakar. À votre droite, il y a de la construction que vous voyez avec Eiffage. Donc là-bas, c'est cette technologie qu'on a installée avec le traitement et le recyclage. Donc, on travaille également sur d'autres technologies innovantes, comme les toilettes intelligentes, avec possibilité on en a amené beaucoup d'unités, et l'essentiel de ces unités, je pense qu'il y a beaucoup d'unités qui sont déjà achetées. Le plus important pour nous, c'est pour ces technologies, ces toilettes intelligentes, c'est très hygiénique pour les femmes, les personnes âgées, les hôpitaux, les hôtels. Mais l'idée pour nous, c'est de regarder l'approche marché et puis essayer d'avoir des lignes de production, produire pour le Sénégal, produire pour les autres pays africains. Donc, ça, c'est des technologies simples. Je pense qu'on a reçu beaucoup de feedback des populations où les gens ont installé. À chaque fois, ils vous remercient assez pour leur permettre non seulement d'être
d'avoir des technologies de pointe, mais qui servent, qui sont utiles, surtout pour les personnes âgées, les hôpitaux, les hôtels. Et en plus, il y a le design également. Donc, on représente Mitsubishi électrique en Afrique, surtout sur la partie automatisation des systèmes. Et cela, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup de formations en ligne, où on peut souvent faire intervenir l'université, les étudiants qui sont intéressés à ça. Sur les jeux, ça c'est parti sur l'industrie pétrolière, avec les géomembranes qui ont beaucoup d'applications dans l'industrie pétrolière, les toilettes, dans les zones où la nappe affleure, on peut installer de la géomembrane où l'eau ne peut pas passer. J'en ai installé déjà au niveau des Akbao, quelques unités. Donc, on a également dans l'industrie pétrolière, on l'utilise beaucoup avec ces systèmes de protection. On n'en a pas assez. Je me rappelle, j'ai rencontré à l'époque certaines autorités qui gèrent ces parties équipements où on avait à peu près une centaine de mètres. Donc, on n'avait pas beaucoup ces genres de systèmes. Donc, l'industrie pétrolière également, c'est très, très développé. Sur la partie gestion des déchets, nous, comme je l'ai expliqué, on travaille avec MODEC dans la gestion du traitement de la station d'épuration sur les FPSO. L'autre point important, c'est qu'il y a un problème vraiment environnemental. Beaucoup de gens ne s'y prêtent pas. Si on ne prend pas les mesures nécessaires, on risque de polluer nos eaux, polluer nos sols. Alors que l'agriculture, qui est également l'une des activités les plus importantes du pays, on doit continuer cette activité pour rendre durable l'agriculture, pour pouvoir développer cette agriculture intense. L'autre point, c'est bon, un samedi dimanche, je tournais autour de la plage avec des productions, mais on a des solutions simples. Quand tu étais cette femme-là, moi, j'allais avoir peur de toi. Hein? Tu aimes trop de photos, hein? Hein? Donc, toujours dans l'industrie pétrolière, vous voyez à l'écran, c'est des systèmes très simples de traitement avec qui on travaille avec MODEC dans ce sens. Donc là, on a également, on les fournit certains équipements pour cleaning, on appelle ça un cleaning tank, qui sont automatisés. Vous pouvez accéder à des zones très narrow, inaccessibles, avec des robots qui permettent de faire de la maintenance sur des cuves. La SAR également, il est intéressé, il est en train de voir comment faire pour les fournir ces équipements et puis les aider sur l'entretien et l'exploitation. Donc, de façon globale, ce que je veux qu'on retienne, bien ce que je retiens de plus important, on doit continuer la promotion du développement de l'industrie de l'eau, de l'industrie de l'assainissement en Afrique subsaharienne, à travers, pour continuer à favoriser ce qu'on appelle l'intégration des ressources en eau, en augmentant l'utilisation des eaux non conventionnelles, c'est-à-dire les eaux dessalées et les eaux usées traitées. C'est un système qu'on doit construire. Sensibiliser et éduquer les usagers par rapport à l'économie d'eau, ainsi que l'économie circulaire à travers le recyclage et la réutilisation des sous-produits de l'assainissement. Créer des partenariats entre l'université, entre des entreprises nationaux et internationaux, et renforcer les capacités des acteurs en matière de conception, construction, exploitation et gestion des eaux, gestion de projets sur des projets liés à l'utilisation des eaux non conventionnelles. Parce que le dessalement des eaux usées traitées, je pense qu'on a besoin de renforcer la capacité de beaucoup de structures pour qu'ils soient à la hauteur et pour pouvoir assurer de façon durable cette gestion. L'autre point, c'est le financement. Il faut faciliter et accélérer l'accès au financement des acteurs intervenant dans le développement de l'industrie de l'eau, que ce soit les petits projets, que ce soit les grands projets, en prenant en compte des mécanismes de financement innovants. L'autre point pour terminer, c'est vraiment le cadre institutionnel, avoir un bon cadre institutionnel avec des réglementations claires, favorisant le développement de cette industrie. Et juste pour terminer, on a reçu, comme le Dr Kamal a dit, on a reçu beaucoup de distinctions au niveau international.
On a besoin de beaucoup d'entreprises comme Sun Engineering, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'ingénieurs qui vont travailler, aider à booster cette industrie de l'eau, l'industrie de l'assainissement. Donc, on a reçu ce prix sur Awards of Engagement, sur entrepreneurs les plus engagés, avec sur la catégorie eau, potable, assainissement et développement durable. J'ai reçu à Dubaï en 2022 et récemment parmi les 50 personnalités les plus influentes avec le prix spécial innovation technologie. Donc, c'est là présentement de remercier tous nos partenaires qui travaillent avec nous, que ce soit au niveau étatique, le ministère de l'eau et de l'assainissement. Je pense qu'on fait beaucoup de choses avec eux. On les appuie sur beaucoup de projets, l'ONAS, la SONES, mais également tous les acteurs au niveau national et international qui travaillent avec Sun Engineering. C'est sûr que M. Camara, on va travailler également avec vos IFR pour pouvoir continuer à booster, à développer surtout la partie R&D, recherche-développement. Donc, en tout cas, merci pour tout. Merci vraiment. Je reste à votre disposition. S'il y a des questions, des commentaires, des suggestions, pour qu'on puisse également y répondre. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour votre brillante présentation. Donc, c'est vraiment un cours magistral très clair et détaillé. Donc, vraiment, on vous remercie beaucoup. Et je félicite aussi tous les étudiants en passant par leur président. Je leur félicite d'avoir vraiment choisi donc, la personne idéale pour faire cette brillante présentation, mais aussi ce cours magistral très détaillé. Donc, c'est très important, surtout en parlant, vous avez vraiment très bien expliqué le cas des fosses septiques, le choix, parce qu'en général, donc, au niveau de la construction, surtout au Sénégal, on réagit des fois pas comme des robots, mais c'est un système qui est là, qu'on fait sans réfléchir. On doit construire automatiquement cette fosse septique. Alors qu'en réalité, le choix du système d'assainissement doit être étudié pour voir est-ce que les fosses septiques sont adaptées à la zone ou non. Si la nappe est affleurante, vous faites un épandage, donc l'eau va retourner à l'intérieur, en dehors même de la contamination de la nappe. Autre chose aussi, surtout avec la contamination de la nappe affleurante, les pompes manuelles qu'on utilise, parce qu'il y a une distance minimale qu'il faut respecter entre une source d'approvisionnement en eau potable et les fosses. Sinon, ces sources de maladies hydriques, des problèmes de santé publique vont surgir. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci. Donc, s'il y a certains qui veulent poser des questions, mais aussi il faut qu'on joue avec le temps. Donc, maximum, parce que bientôt le crépuscule, maintenant c'est très tôt, donc on va prendre quelques personnes qui veulent poser des questions. Au maximum 4 à 5 personnes, je pense que ça suffit. Donc, pour qu'on puisse terminer à 18h30, parce qu'il y a autres choses qui nous attendent. Donc, merci. Donc, s'il y a des gens qui veulent se manifester maintenant, donc là, c'est bon. Il y a 3 personnes, donc il y a Fred, je pense c'est Fred. OK, ensuite il y a Ami et il y a John. Hein? Ce sont les 3. Donc, il y a Fred, il y a Frédéric Fredo, hein? Il y a John Jubel, il y a Lamine Diop, il y a Momodou Faye. Hein? Donc, ce sont ces 4-là. Bon, ensuite, il y a Jeffrey qui veut parler, Aminata Niang qui veut parler. Donc, on se limite à ces 5-là. De toute façon, on va faire encore une autre présentation. Cette fois-ci, ce sera en présentiel. Et dans ce cas, on aura plus de temps. Mais aussi, donc, il y aura une ligne qui sera aussi ouverte pour permettre maintenant à tout un chacun maintenant de pouvoir participer. Ceux qui sont là pourront participer donc directement
ou bien ceux qui veulent participer en ligne aussi, ils vont participer en ligne. Donc, on va commencer par Joseph Jeffrey Riangar. Ok, donc Riangar, vous avez la parole. Pour poser votre question. Ok, merci beaucoup. Merci. Docteur. Bonsoir tout le monde d'abord. Oui, bonsoir, Joseph, allez-y. Ok, merci. Merci d'abord pour votre présentation. Je suis en génie civil et je suis le fiole du docteur Camara. Alors, d'eau, en tout cas, moi-même, ma soutenance a touché un peu le côté écologique, c'est pourquoi j'ai aimé ce domaine. Donc, ma question, très rapidement, je suis à Thiès et ce coup-ci, je suis levé avec monsieur docteur Camara, c'est par rapport à l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Et là, pour moi, selon mes recherches, en fait, l'eau potable doit avoir un pH entre 6,5 et 8,5. Si j'ai menti, pouvait en fait me corriger. Donc, j'ai du mal, en fait, l'ONAS ou bien la CNE qui gère l'eau ici, la nappe phréatique, si je me rappelle bien, Thiès, mais c'est une nappe phréatique un peu calcaireuse. Donc, si les kiosques ou les personnes, en fait, qui ont mis sur place à Thiès ici, les kiosques pour traiter l'eau, on dit que, en fait, ceux qui traitent l'eau du robinet, que c'est pas, en fait, respectable selon les normes. Les normes, en fait. Donc, je me demande si c'est l'eau du robinet qui sont prises ou si c'est nous, maintenant, quand on consomme l'eau du robinet, tout n'est pas dit l'eau quand ça va, l'eau mais l'eau du robinet est normalement, à temps réel, c'est l'eau qui est potable. Donc, l'eau potable doit avoir un pH normal pour la CNE doit en fait être. Donc, je me demande en fait, maintenant, est-ce que c'est dû à la nappe phréatique? C'est ça, selon l'expertise, selon vous, en fait, qu'est-ce qu'on peut pallier à cela pour que la population de Thiès puisse avoir en fait un eau potable. Et sans parler de cela, parce que même dans les dosages du mortier ou du béton, dans la construction de nos jours, des ouvrages, on néglige même un pH d'eau pour en fait le dosage. Donc voilà un peu ma question. Merci Joseph. Je pense qu'on peut prendre les autres, comme ça je vais réagir. Ok, donc c'est bon. Ensuite, il y a Aminata Nia. Vous notez les questions. Donc, il y a Aminata Nia. Aminata, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la présentation. Elle est très riche et vraiment, en termes de connaissances aussi également, on a beaucoup appris. J'avais deux questions concernant la technologie, par exemple, Senbioroc, si je me trompe. C'est Senbioroc, n'est-ce pas? Pour la réutilisation, oui. Je me demande, est-ce que cela suit le respect strict des normes pour la réutilisation des eaux usées en agriculture? Et par rapport à la société aujourd'hui au Sénégal, est-ce que cela ne va pas représenter un frein pour la réutilisation des eaux usées en agriculture? Pour les eaux usées de la fosse, par exemple. Est-ce que, par exemple, sur le plan social, cela ne va pas représenter un frein? Également, pour la deuxième question, je voulais savoir quelle est votre appréciation par rapport à l'intégration de ces nouvelles technologies dans nos politiques. Comment vous appréciez cela aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup. Merci, Aminta. Donc, la parole est à Frédéric Fredo. Bonsoir, Yoga, ça va, docteur Camara? Oui, bonjour. Ghislain, voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, j'en profite. Oui, ok. J'en profite aussi pour vous remercier. Hein. Ghislain Diatta, c'est un ami d'enfance. Actuellement, donc, il fait aussi le directeur de CNO de Ziguinchor. Ensuite, directeur CNO de Louga. Actuellement, il est à Dakar 2. Donc, dans la banlieue. Donc, à Dakar 2. Hein. Donc, c'est un ami d'enfance. Hein. On a fait l'école primaire ensemble. On a fait le lycée ensemble. Et le jour où on... Allô?
Oui, c'est bon, on vous entend. Je pense qu'il est parti. Apparemment, j'ai perdu le docteur Camara. Oui, le docteur Camara est parti. Bon, aujourd'hui, c'est l'étudiant qui est dans l'amphithéâtre. Hein. Remercier d'abord le docteur pour cette brillante présentation. Merci. En fait, oui, c'est ça l'avenir, hein, en réalité, avec toutes les problématiques que nous avons dans cette gestion de la fourniture d'eau potable au Sénégal. Chaque fois, vous avez ces demandes qui sont là, notamment en milieu rural, notamment sur le bassin du Sud Saloum et vers le Baol où on a ces eaux saumâtres. Vraiment, ces technologies sont les bienvenues pour pouvoir soulager nos concitoyens. Bon, ce qui est important que j'ai relevé aujourd'hui, c'est comme si vous allez vers la possibilité de pouvoir faire localement, comment dire, toutes ces conceptions et réalisations. Ça, c'est une bonne chose parce qu'en tant qu'exploitant, on souffre énormément de ce transfert de technologie. Souvent, vous êtes très stressé parce que c'est une membrane qui lâche, vous n'avez pas tout de suite les moyens de remplacer, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment accentuer cette solution qui consiste à faire comment dirais-je, les réalisations sur place pour aller plus vite et vulgariser rapidement ces technologies. Mais je remarque également qu'il y a un besoin, dans cette conception également, que les gens soient très précis. Durant notre carrière, on a eu à exploiter beaucoup d'unités compactes depuis dans le Sénégal, dans la sous-région, au Congo, et ainsi de suite. Mais souvent, c'est mal dimensionné par rapport aux caractéristiques de l'eau. Donc, en le faisant localement, je pense que les techniciens, ingénieurs que vous êtes, vous allez corriger toutes ces erreurs-là. L'autre chose qu'il y a aujourd'hui, effectivement, vous voyez ces unités qui sont dans les rues, vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne font que filtrer, mais sur l'aspect traitement, vous n'avez rien. Je ne sais pas maintenant, du point de vue l'expansion que vous ferez ou que la communauté voudra bien, les avancées que nous voudrons bien faire, doit être encadrée. Aujourd'hui, d'où la nécessité d'avoir la législation et certainement la régulation du secteur de l'eau potable pour pouvoir encadrer tout ça. Encore une fois, merci bien pour cette brillante présentation. Mais derrière aussi, docteur, c'est par rapport au coût. Par exemple, si on prend le traitement des eaux de mer, certainement, il y a l'aspect coût également, en dehors des transferts de technologie, des interventions rapides en cas de dysfonctionnement, cette maîtrise technologique. Mais derrière, il y a le coût. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet au Sénégal. Bon, je ne vais pas parler aujourd'hui des prix au niveau que Sen'Eau applique, qui n'ont pas augmenté depuis 2015. Mais si on dit mais aujourd'hui toutes ces technologies, il y a matière à revoir ce coût de revient. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup, M. Jocelyn Diatta. Donc, vous étiez parti, mais j'étais en train de dire que vous êtes le directeur de Dakar 2, de la Sen'Eau. Ensuite, on a chevauché ensemble, hein, on a fait l'école primaire ensemble, on a fait le lycée ensemble et on a préparé le même jour le concours de l'école polytechnique et je fais bien les choses, donc on était tous admis pour faire le cycle ingénieur à l'EPT. Donc c'est un ami de très longue date. Bon, je suis le témoin de son mariage. Donc, c'est un ami, hein, c'est un gars vraiment très sympa et sur qui le pays peut compter parce que c'est un intellectuel avoué, mais aussi très intègre aussi, intègre et honnête. Donc, vraiment, je le félicite et je le remercie aussi. Hein, et je le rejoins aussi sur le dimensionnement. Bon, c'est pas un mauvais dimensionnement, mais en général, c'est les caractères, c'est l'environnement. C'est la même chose, hein, même que ce soit en géotechnique, en hydraulique. Le plus souvent, le problème, c'est que c'est des formules qui sont très bonnes, mais en réalité, il faut connaître nous, Africains aussi, nous, ingénieurs africains, de s'imposer, d'essayer d'adapter les choses par rapport à notre environnement. Parce que les formes, quelle que soit la formule de dimensionnement, quel que soit le type de structure,
Donc, que ce soit en hydraulique, en bâtiment ou en géotechnique. Donc, il faut qu'on essaie de et le courage de l'adapter à la réalité. Il faut qu'on essaie de l'adapter à la réalité parce que ça peut changer d'un environnement à un autre. Merci beaucoup. Donc, lui, c'est plutôt des suggestions. Donc, la parole maintenant est à John Digla. John, vous avez la parole. Bonjour à tous et excusez-moi pour l'adresse que j'ai utilisée. Hein. C'est une adresse qui est sur le téléphone. Moi, c'est Dr Ahmad Sen. Et quand même, félicitations Dr Sen pour cette brillante présentation. Et je peux dire qu'aujourd'hui, la présentation que vous avez faite, quand même, constitue plusieurs thèmes de recherche scientifique à travers l'Afrique. Et sans plus tarder, j'aimerais un peu vous poser une question, à savoir par rapport à l'utilisation des systèmes de traitement à l'échelle locale. Est-ce qu'il y a des projets où vous avez pu présenter au gouvernement sénégalais concernant la zone du bassin arachidier? Parce que comme nous le savons, au niveau de la zone du bassin arachidier, c'est une zone qui est confrontée à une double problématique, c'est-à-dire la salinisation, mais également le problème du fluor. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les systèmes de traitement membranaires par des systèmes locaux, est-ce qu'aujourd'hui, si vous décidez aujourd'hui de proposer au gouvernement ces genres de systèmes, par rapport au coût de vente de l'eau, est-ce que vous pensez que la population puisse quand même avoir accès à l'eau, d'autant plus que par rapport au projet de Parel Barbafort, etc. Ils avaient initié ces genres de projets où quand même ils vendaient l'eau de robinet à 100 francs, une bouteille de 10 litres. Donc la bouteille de 20 litres coûtait environ 200 francs. Et connaissant cette zone, et par rapport à la pauvreté, les gens ne pouvaient pas quand même satisfaire les besoins de ces projets. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez proposer des méthodes moins coûteuses et beaucoup plus fiables par rapport au traitement de ces eaux? Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Sen. Donc, vous avez vraiment apprécié la présentation et la richesse aussi. J'espère que ce n'est pas un partenariat entre serrés. Hein? Je pense que c'est bon. Donc, la parole est à Lamine Diop, l'avant-dernier intervenant. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Dr Lamine Diop, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est des questions de gestion intégrée des ressources en eau, d'irrigation. Donc, je félicite Dr Moussafa, que j'ai connu depuis longtemps. Quand je faisais mon master à 2 IE, je pense qu'il faisait le bachelor. Et depuis lors, on a gardé les contacts et parfois on travaille dans des projets au niveau national. Donc, je pense que c'est vraiment une très belle présentation avec surtout beaucoup de pistes de réflexion par rapport surtout à la recherche, à la formation en tant qu'enseignant-chercheur. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, peut-être il faudrait réfléchir comment peut-être intégrer ces aspects un peu dans les curricula. Parce que le plus souvent, quand on faisait les cours avec les systèmes de dimensionnement, c'était surtout avec l'eau douce, les eaux conventionnelles. C'est vrai, on faisait de petites incursions pour parler un peu des eaux non conventionnelles, mais de plus en plus, c'est une problématique qui est là. Et je pense qu'au niveau des universités, les techniciens, les ingénieurs, à mieux dimensionner un peu ces ouvrages-là. Ça, c'est un premier aspect. Docteur Diop, on vous a perdu. Je pense que ça coupe souvent. Docteur Diop, ça bouge, hein? On vous a perdu. Hein? Allô, vous m'entendez? Oui, docteur. Oui, on vous entend maintenant, oui. Oui. Allô? Oui, allez-y. Amine, allez-y. Oui, c'est bon maintenant, on vous entend. Le deuxième point. Ok, merci, docteur. Donc, le deuxième... ça va.
Je pense qu'à ce niveau-là aussi, comme vous l'avez dit, le reverse engineering, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être promouvoir. C'est vrai, de plus en plus, on fait des transferts de technologie. Et j'aurais voulu, dans ta présentation, de dire que j'ai travaillé avec telle université sur telle problématique, on a essayé, etc. Mais je n'ai pas vu cet aspect un peu de connexion avec les universités pour peut-être par rapport à la technologie que vous recevez, de voir comment peut-être intégrer cette technologie, adopter cette technologie par rapport à nos réalités locales. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des initiatives avec les universités, des projets vraiment concrets, où vous avez travaillé directement avec les universités sous forme de mémoire, de thèse, et pour peut-être adopter, tester et améliorer telle ou telle technologie. Donc ça, c'est une question que je voudrais poser. Mais vraiment, je vous remercie. Et la dernière question, c'est surtout par rapport à l'eau productive. Parce que quand vous prenez un peu les consommations d'eau, les prélèvements d'eau, l'agriculture occupe au niveau mondial 70%. Mais quand vous prenez le Sénégal, c'est autour de 90%. Et quand vous prenez la zone des Niayes, avec l'exploitation un peu de la nappe, toute cette bande, vous avez plus ou moins cette problématique de surexploitation et les eaux sont devenues très salées. Et quand vous prenez le delta du fleuve Sénégal, toute la nappe plus ou moins est salée. Maintenant, je voudrais voir par rapport un peu à ces masses d'eau, c'est différent un peu de l'addition en eau potable. Est-ce que vous avez plus ou moins des pistes de réflexion, des stratégies pour vraiment un traitement à grande échelle pour permettre un peu d'utiliser ces eaux-là pour vraiment améliorer la productivité de l'eau et améliorer un peu les rendements agricoles et participer à la souveraineté alimentaire. Donc, merci beaucoup et félicitations pour vraiment cette brillante présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Diop. Merci. Merci beaucoup pour votre brillante intervention. Je salue au passage le professeur Sakho de l'IAM. Donc, je le salue au passage. Donc, le dernier intervenant maintenant, c'est Momodou Faye. Momodou Faye, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Momodou Faye. Je suis doctorant au niveau de l'Université de Thiès. Et, avant tout, permettez-moi de remercier Dr Sen pour cette brillante présentation. Vraiment, c'est une présentation de taille. Nous avons appris beaucoup de choses par rapport à la présentation. Bon, je vais partir directement aux questions que je vais poser. Les questions, ça va concerner du côté de l'addiction d'eau potable. Et la deuxième question, ça va concerner l'assainissement, le traitement des eaux usées. Concernant la première question, pour l'addiction des eaux potables, est-ce que vous avez pu réfléchir sur le phénomène de traitement avec l'osmose inverse en milieu hospitalier ou bien en milieu même d'habitation, La deuxième question, ça va concerner le traitement des eaux usées au niveau des hôpitaux. Est-ce que vous avez proposé quelque chose par rapport au traitement des eaux usées au niveau des hôpitaux par rapport à leurs utilisations? La troisième question également, ça va concerner la disponibilité de l'ensemble de cette technologie de pointe ici au Sénégal. Est-ce que en cas de défaillance ou bien en cas de panne, le client aura l'opportunité de trouver localement le matériel à substituer, Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Momodou Faye. Donc, monsieur le conférencier, donc, je vous rends la parole pour que vous essayiez d'apporter quelques éclaircissements au niveau des différentes questions qu'on a posées. Merci. Merci beaucoup, Dr Camara. Merci également à l'ensemble des participants qui ont posé des questions extrêmement intéressantes. Je pense que je vais réagir sur certains. Peut-être le dernier, il y a 6 intervenants déjà. Le dernier, Faye, je pense qu'il a posé 2 questions, l'un sur l'eau potable, l'autre également sur l'assainissement. Je pense que sur l'eau potable,
et l'assainissement. En général, c'est les deux choses que les gens demandent à la fois. Je donne juste un exemple, M. Faye. Il y a 2 ans, plus de 2 ans de cela, j'avais rencontré des générales au niveau de l'hôpital principal. Les coûts d'eau et d'électricité au niveau de cet hôpital sont énormes. L'électricité, c'est extrêmement cher. L'eau également, c'est extrêmement cher. Ils ont beaucoup d'espace vert. L'idée est également à l'époque, c'était de proposer des choses comme ça pour non seulement traiter, recycler en interne, pour potable, mais surtout pour l'eau traitée pour l'agriculture, pour arroser les fleurs. Donc, on avait fait une proposition. Déjà, ils sont très proches de la mer. Donc, l'idée était de prendre, de pouvoir connecter une conduite qui va alimenter l'hôpital avec une unité compacte qui va fonctionner sur du solaire, mais du solaire sans batterie pour réduire les charges d'exploitation. C'est ça qu'on avait proposé déjà. Consommer beaucoup d'électricité. Sur l'assainissement, l'idée est également de tous les eaux usées au niveau de l'hôpital, avec un système décentralisé à mettre en place, où on devait traiter et recycler. Donc, sur le traitement et le recyclage, on a des technologies qui existent au niveau local. Malheureusement, nous n'avons pas également nous ne sommes pas des fabricants, mais il n'existe pas présentement de fabricants en Afrique. On collabore international avec d'autres structures. Si on fait le dimensionnement de ces infrastructures, les équipements, après nous on peut faire l'installation, la mise en service et puis l'exploitation, l'entretien. Mais on le fait uniquement avec une technologie. Et que s'il existe une autre technologie ou avec d'autres acteurs qui installent le truc, on ne gère pas. Parce que ce qui nous intéresse, de la conception à l'installation, à la mise en service, on maîtrise la chaîne. C'est ça l'idée, savoir produire ou bien avoir des équipements clairement. Donc ça, je pense qu'on en a proposé certains, mais pour l'hôpital on a également fait la même chose. Mais souvent, c'est très lent, la fourniture de solutions. On utilise de l'osmose inverse en fonction de la qualité de l'eau brute à traiter. Si de l'eau de mer, c'est l'osmose inverse qu'on utilise automatiquement. Maintenant, si on a une eau saumâtre, on regarde la qualité de l'eau. Donc, la qualité de l'eau brute, c'est un des éléments fondamentaux à regarder d'abord. Le débit de l'eau. La qualité de l'eau, on collabore avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, une transition de la question de Lamine Diop. On travaille avec IFAN sur les tests innovation technologique avec l'Université de Bruxelles. Donc, le point le plus important, il y a des paramètres extrêmement importants que beaucoup de présentement ne prenaient pas en compte. Il y a le bord. Nous, on mesure à peu près 33 paramètres dans l'eau. Toutes les analyses que j'ai vues sur des projets réels, on était pour certains qui sont très rigoureux, comme la SONES et trucs, une vingtaine de paramètres analysés. Pour d'autres, c'est juste 4 paramètres parce que c'est cher. Ils analysent juste 4 paramètres. Mais vous n'avez pas, avec 4 paramètres, vous ne pouvez pas avoir l'exhaustivité. Donc, si vous concevez des ouvrages avec 4 paramètres, vous ne pouvez, cela va poser vraiment un problème de fiabilité. Vous allez concevoir, installer, et puis des problèmes vont survenir. Donc, il faut être très rigoureux, très regardant sur les paramètres d'entrée, que ce soit le débit, que ce soit la qualité de l'eau. L'autre point, sur l'eau productive, la mine, Dr Lamine a posé 3 questions intéressantes, l'un sur l'eau productive, l'autre sur l'intégration des curricula. Oui, on travaille également avec l'IFAN, on travaille avec l'Université de Loughborough. Tous les tests de technologie, c'est souvent avec des universités avec qui on le fait. Mais cette partie, c'est la partie R&D de Sun Engineering, recherche-développement. Donc, sur l'intégration des curricula vitae, je pense que nous, on reste disponible. D'ailleurs, on doit faire quelque chose avec 2 yeux, avec le hub
qui travaille sur l'assainissement collectif. Abidjan, ils m'ont invité à Abidjan du 12 au 13. C'est pour réfléchir sur des curricula, comment intégrer certains aspects pratiques de l'assainissement sur les curricula. Donc ça, c'est des choses où on peut faire avec l'Université de Saint-Louis, on peut faire l'Université de Thiès, ou bien d'autres universités de façon globale. On reste très, très disponible pour ça. Par rapport à l'eau productive, oui, je pense qu'on en a parlé. Nous, ce qui nous intéresse, que ce soit les petits projets, les grands projets, c'est pareil. Mamel, c'est grand, c'est 100 000 m3 d'eau par jour. Si vous prenez la grande côte, c'est 400 000 m3 d'eau par jour. Que ce soit les plus petits projets, les grands projets, il faut juste faire les études nécessaires, prendre toutes les dispositions pour le faire correctement. Et puis, on peut concevoir des unités avec une qualité de l'eau en fonction des besoins, que ce soit à usage potable, que ce soit à usage agricole. Donc, ça, c'est des choses où on peut faire. Malheureusement, on n'est pas encore... je suis très ravi de savoir qu'au niveau du delta du fleuve Sénégal, il y a la salinité. Je connaissais beaucoup plus la bande salée du Sénégal, avec Touba, Kaolack, Kaffrine, jusqu'à une partie même de Ziguinchor, avec les salinités. Mais je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir si au lac ou bien les structures en charge des cours d'eau comme la DGPRE nous font des requêtes. Donc, par exemple, un autre point sur lequel on a travaillé avec la SONES, on veut travailler avec la SONES sur l'île de Gorée, où avec les houles qui cassent tout le temps les tuyaux. Donc, on veut faire une unité compacte de traitement sur place. Donc, je suis d'accord, Lamine, sur la conception des ouvrages, sur les trucs, surtout sur les ouvrages produisant une eau non conventionnelle. Ça, c'est des choses où on peut travailler avec vous, travailler avec certains étudiants pour leur permettre de renforcer certaines capacités. Également, il y a l'Association africaine des membranes, dont je suis membre, et je pense que vous tous, on peut essayer de voir comment certaines universités vont se joindre à cette association, où il y a beaucoup de formations sur le dessalement. Et là, on est en train de voir comment faire des formations sur le dessalement, sur le traitement des eaux usées traitées, des eaux usées, pour permettre aux bureaux d'études, pour permettre aux entreprises, pour permettre également à certains étudiants, à certains universitaires d'avoir suffisamment de capacité dans ce sens. Ça, c'est la mine. Oui, par rapport à Jonas, oui, il y a Ahmed, docteur Ahmed. Oui, l'utilisation du système de au niveau local avec le privé ou bien l'État. Oui, l'État, à part la fenêtre, oui, on travaille beaucoup plus avec les privés. Parce que les privés, c'est eux qui appellent directement. Nous, on veut utiliser notre eau, mais l'eau est salée. Nous, on veut une solution barbare. Donc, le privé est beaucoup plus réactif. Les petites communautés également, certains disent, par exemple, si vous partez au niveau des Yens, dans certaines zones, l'eau est vraiment salée. Des gens veulent avoir des privés, ils veulent avoir leur unité sur place. Là, on conçoit en fonction du débit de la qualité de l'eau, on conçoit et puis on les fournit ces unités. Mais au niveau étatique, c'est à part la SONES sur laquelle on travaille sur les grands projets, que ce soit sur la Grande Côte, que ce soit sur Mamel, avec des petites unités qu'on envisage de faire. Il n'y a pas encore d'autres unités d'envergure sur lesquelles on est interpellé. Mais on a le plus important, les capacités existent. On peut concevoir, on peut fournir les équipements, on peut faire l'installation et la mise en service. Et s'il y a un problème, on peut intervenir. C'est ça vraiment l'approche qu'il faut. Il faut qu'on ait suffisamment de Sénégalais, suffisamment d'Africains qui peuvent être en mesure d'intervenir sur l'industrie de l'eau et de l'investissement de façon globale. Donc, pour les propose par rapport aux techniques de dessalement, il y en a beaucoup. En fonction de la qualité de l'eau, on peut proposer de la microfiltration avec des unités simples, comme j'ai montré sur la présentation. On travaille avec le bioplan sur ça. En fonction de la qualité de l'eau également, on peut proposer soit de la nanofiltration ou bien de l'osmose inverse. Donc, c'est à cause de ça, la qualité de l'eau, c'est extrêmement, c'est un des paramètres les
plus important, la qualité de l'eau et le débit, si on parle de dimensionnement ou bien de la conception. Il y a une question sur le traitement des eaux. Oui, le dessalement coûte cher. Effectivement, ça coûte cher parce que si vous prenez les eaux des forages, à peu près c'est 100 francs, 120 francs le mètre cube. Les usines classiques, c'est 300 jusqu'à 400, 200, 300, 400 mètres cubes en France et par mètre cube. L'usine de dessalement, certainement, on est à 500, 600 francs le mètre cube. Oui, c'est cher, mais si vous voyez l'avancement de la technologie, au départ, on utilisait de la distillation avec beaucoup de chaleur, qui était extrêmement cher. On avance sur qu'on appelle l'osmose inverse, les technologies membranaires. Maintenant, même au niveau des technologies membranaires, il y a des membranes sélectives qu'on peut utiliser qui permettent également de jouer ou bien de réduire les charges d'exploitation, surtout les spécifiques d'énergie. Si vous prenez le spécifique d'énergie, à l'époque, on était à 5 kWh par mètre cube. Maintenant, avec des usines de dessalement, on a à grande échelle sur des 400 000 mètres cubes, 500 000 mètres cubes. On peut avoir des spécifiques d'énergie de 2 mètres cubes, 2 mètres cubes par 2 mètres cubes par kilowatt. Donc, c'est extrêmement avancé. Donc, en termes de coût, je pense que au niveau de l'industrie membranaire a fait beaucoup d'efforts avec des membranes sélectives qui permettent également de réduire, d'avoir une qualité d'eau très énorme, mais également à des coûts relativement OK. Oui, de toute façon, il y a toujours des évolutions sur ça. Le traitement des eaux, maintenant, oui, par rapport à la réglementation, je pense que c'est un point important. On ne peut pas continuer. J'étais à Touba, j'étais dans certaines zones, les gens vendent de l'eau comme à la boutique. Il n'y a aucune régulation sur place. Je pense qu'il est vraiment urgent de mettre en place cette autorité de régulation du secteur de l'eau et de l'assainissement pour pouvoir encadrer certaines initiatives. Sur la conception, je pense que j'ai plus ou moins répondu. Oui, en cas d'urgence, vous, en tant qu'exploitant, oui, je comprends les difficultés. Souvent, c'est ça que je disais, sur le FPSO, par exemple, à tout instant, ils peuvent vous demander de fournir des équipements, de fournir des pièces de rechange, de fournir... Mais il faut cette capacité qu'il y ait des Sénégalais qui se spécialisent sur la fourniture de services, qui est en partie également pour développer l'industrie de l'eau, l'industrie de l'assainissement, il faut avoir cette fourniture de services. Pour certaines pièces, on doit les avoir au niveau local. Donc, on doit également travailler à faire du reverse engineering pour certains, puis petit à petit avoir certaines lignes de production. Ça prend du temps, c'est possible. D'autres pays l'ont font. D'autres pays ont fait cela pour être là où ils sont. Nous, en Afrique subsaharienne, on est relativement en retard, mais je pense que c'est possible en travaillant avec tout le monde. S'il y a cette initiative d'aller vers l'avant, c'est des choses qu'on peut faire pour arriver à ça. Sur Bayrock, le Bayrock respecte les normes. Je pense que si vous prenez le BOD, la demande biologique en oxygène, COD, la norme sénégalaise en BOD demande 40 et quelques. COD, c'est à peu près 100 mg par litre. Donc, Bayrock sort avec du 20 mg par litre en BOD. COD, 20 à 10 mg par litre. Donc, c'est une eau de qualité. Donc, si vous regardez, toutes nos technologies que nous avons sont aussi performantes parce que ça respecte des normes très contraignantes. On a des normes au Sénégal sur les normes de rejet. On doit vraiment remettre à niveau pour permettre à certaines activités nouvelles comme l'industrie pétrolière pour être un peu plus contraignant pour la protection durable de l'environnement et de la santé humaine. L'eau qui sort des Bayrock est utilisée si vous avez des fleurs à côté, ça peut être utilisé parce que ça a une domiciliaire. Vous pouvez mettre plusieurs Bayrock ensemble, c'est-à-dire plusieurs maisons, on peut connecter, faire un traitement groupé. En fonction, ça également, c'est une possibilité, mais la qualité les quantités d'eau ne sont pas aussi énormes pour aller vers l'agriculture. C'est juste
arroser des fleurs, ou bien nettoyer certains usages, nettoyer certaines routes, ou bien d'autres usages possibles. Oui, par rapport au péage sur Thiès, il y a l'opérateur, j'ai oublié son nom, qui est assez nouveau, je pense qu'il pouvait réagir sur ça. Mais je pense que j'ai eu cette chance d'analyser, de regarder, de faire un diagnostic sur la qualité de l'eau, le CNO, à l'époque SDE, mais c'est une qualité d'eau énorme que nous avons. À l'époque, on avait plus de 1000 échantillons qu'on avait vérifiés en termes de conformité. C'est une qualité d'eau très bonne. Maintenant, au niveau il y a le problème de calcaire dans certaines zones. S'ils utilisent des forages directement, il faut mais je pense qu'il y a des investissements qui sont prévus sur Thiès pour pouvoir renforcer l'alimentation en eau dans la zone pour lutter contre ce phénomène. Mais je pense que le pH est OK. Donc, globalement, je pense que si j'ai sauté, il y a ça. Oui, il y a la question sur les technologies avec l'apport de législation, l'apport juridique, tous les cadres juridiques et institutionnels pour permettre l'intégration de ces technologies. Oui, je pense que plus ou moins j'ai répondu à cette question. Il faut vraiment un cadre juridique réglementaire qui permet de faciliter l'intégration de ces technologies au niveau du Sénégal, même dans les autres pays, parce qu'on a les mêmes problématiques, que ce soit à Dakar, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Ouaga ou bien à Conakry. Plus ou moins, on a les mêmes problèmes. Donc, si on a un cadre juridique institutionnel au niveau de l'UE, permettrait d'introduire ces mêmes technologies à Dakar, de faire également à Conakry ou bien dans les autres pays. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour tout. C'est le plus important, je reste disponible. Une présentation à Thiès de façon présentielle, comme ça on pourra vraiment interagir ensemble, présenter, venir avec même certaines technologies que les gens touchent. De toute façon, l'Université de Thiès, avec Dr Saho, on compte faire quelque chose, je pense qu'il est en ligne, on compte faire des choses à l'Université de Pamidjo, là, pour pouvoir permettre non seulement aux étudiants d'être en contact avec l'innovation, la technologie, de stimuler ces étudiants également pour qu'ils travaillent dans le domaine de l'eau et de l'assainissement plus tard. Merci, Dr Camara. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup, merci. Donc, j'en profite pour rassurer certaines personnes qui ont des doutes sur la qualité de l'eau de robinet. Récemment, donc, on était à la station de traitement de Keur Momar Sarr. On a vraiment suivi tout le processus. Donc, soyez tranquille quand même. Donc, la qualité de l'eau, l'eau est de très bonne qualité. Donc, il ne faut pas avoir peur. Bon, c'est vrai que dans certaines zones où on fait un captage direct avec les forages aussi, il peut y avoir le fluor peut-être et comme la salinité avec les buisons salés comme la zone de Kaolack. Ensuite, au niveau de Thiès aussi, il y a du calcaire dans l'eau. Mais pour le traitement biologique, donc, il faut rassurez-vous, donc c'est de l'eau de bonne qualité. Merci beaucoup, Dr Moustapha Sen. Vraiment, on vous remercie beaucoup donc, de cette excellente présentation, mais aussi de cette conférence de qualité. Je remercie aussi donc, tous les participants, donc du début jusqu'à la fin, je regarde le nombre de participants. Actuellement, nous sommes presque à 50. Cela veut dire que c'est très intéressant. Donc, on a fait presque 2 heures de temps et vraiment, le nombre ne cesse d'augmenter. Donc, merci beaucoup encore une fois et on se donne rendez-vous à tout le monde très bientôt à Thiès. Ce sera cette fois-ci en présentiel pour ceux qui sont là, mais aussi, donc, il y aura... pour ceux qui ne sont pas au Sénégal ou ceux qui seront très occupés aussi, donc on va ouvrir une ligne pour que vous puissiez vous connecter. Merci beaucoup. Donc, merci aussi l'ensemble des étudiants, donc le club géotechnique et le club de génie civil. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci de votre temps. Au revoir. Et nous qui vous remercions.
Merci beaucoup, M. Sen. Merci, Mba, pour le formateur. Hein.